Donc moi c'est Alexandra, je travaille au sein de Certessence, qui est un laboratoire qui accompagne une agence de design qui est RCP Design Global, et nous on l'accompagne du point de vue du sensoriel. Et c'est comment le sensoriel peut être au service de la conception, au sens large du terme, conception d'espace, conception d'objets ou conception de services aussi. Donc cet après-midi, je vais vous parler de design sensoriel. Donc RCP, c'est une agence de design et de communication qui existe depuis plus de 35 ans. Et Certessence, on est un peu plus jeune, on a moins de 10 ans. Les deux agences sont au même endroit, à Tours. On travaille vraiment en collaboration très proche entre des designers et des ingénieurs sensoriels dont je fais partie. Donc on teste différentes choses, on travaille sur l'intelligence sensorielle, comme on dit, en plaçant toujours l'humain au centre des démarches, et on travaille avec nos 5 sens. Donc à chaque fois c'est des solutions sur mesure bien sûr, et on va aller travailler le sens, on va aller travailler l'émotion et l'identité pour améliorer toujours l'expérience utilisateur. Et vous utilisez vos sens dans votre quotidien? Oui? Vous utilisez quel sens? Le toucher. Le toucher? Alors, pour combien le toucher, principalement, est important dans vos métiers? Pour qui la vision? Aussi. L'olfaction? Oui. Je travaille sur le naturel et c'est vrai que les clients sont les produits. Le goût? Moins. L'audition? Ok. Après, le design sensoriel, nous, on intervient dès le début de la conception d'un produit, c'est pas seulement au milieu ou à la fin. C'est vraiment de concevoir des produits qui vont être adaptés à des besoins, adaptés à des consommateurs, donc à des cibles spécifiques, en anticipant les sensations que l'on souhaite véhiculer, les effets perçus que l'on souhaite donner à un espace, par exemple. Donc, je reviendrai sur toutes ces notions tout au cours de l'après-midi. Et c'est vrai que le design sensoriel, ça va donner à percevoir, et on travaille vraiment en multimodalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement travailler le toucher, pas seulement la vue, ça va être un ensemble de choses qui vont faire qu'on va avoir un effet perçu particulier à la fin. Deux constats. Il y a un forum économique qui a démontré que 80% des innovations qui sont mises sur le marché sont des échecs. Des échecs parce qu'ils ne rencontrent jamais leur marché. Donc des innovations qui peuvent être le plus technologiques possible, innovation de rupture, mais qui sont un flop total parce qu'effectivement, ce n'est pas en phase avec les attentes de la société, ni les besoins. Autre constat, donc là c'est suite à une enquête consommateur. En déclaratif, 75% des individus savent que c'est l'émotion qui déclenche leur acte d'achat. Donc c'est vraiment leur sentiment, leur intuition, à un moment donné, qui va faire qu'ils vont aller acheter un produit. De ce constat, c'est vraiment intéressant de se dire, tiens, si on travaillait sur l'essentiel, finalement, travaillons sur l'humain. Et quand on travaille sur l'humain, on va aller s'intéresser à ses besoins, s'intéresser à l'usage, s'intéresser à ses 5 sens. Tout ça dans le but de faire de la différenciation, de l'expérience positive, et c'est ce qu'on appelle, nous, le juste perçu. Sensoriellement, je suis en train de m'étouffer. Donc, on travaille sur 3 niveaux. La sensation, la perception et l'émotion. Au niveau de la sensation, moi je suis ingénieure sensorielle, j'ai appris à mettre des mots sur des sensations. Mettre des mots, c'est-à-dire décrire en qualité, par exemple au niveau du toucher, est-ce que ça va être reliefé, est-ce que ça va être accrochant, est-ce que ça va être lisse, glissant, etc. Et ensuite mettre une intensité.
à combien ça va être glissant, à combien ça va être accrochant. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'objectivation des sensations. Donc on est vraiment dans de la mesure. L'individu, c'est un instrument de mesure qui, par grande magie et faculté du cerveau, fait qu'on peut switcher d'un sens de la vision à un sens du toucher, contrairement à une machine qui, un texturomètre, va mesurer que la pression qu'il faut mettre sur un matériau, et ça va nous donner des newtons en appui, à l'élasticité, mais il ne pourra pas nous donner la couleur. Il faudra un colorimètre. Bon, le colorimètre, ça va être super, mais il va nous donner alors, une couleur en système LAB, système international. On pourra comparer la couleur aux quatre coins du globe. Mais par contre, à partir du moment où on a un effet pailleté, un effet holographique, le colorimètre va faire un flash de lumière et va nous dire que c'est gris clair, alors que notre œil, finalement, voit un arc-en-ciel. Donc au final, c'est là où l'approche sensorielle, c'est une approche vraiment qui est au carrefour de trois métiers. Les sciences de la vie, pour tout ce qui est physiologie, compréhension de comment le système nerveux va faire pour donner une impulsion électrique et que ça va être traduit par notre cerveau, donc physiologie. Ensuite, on a les sciences sociales, les sciences humaines, pour la compréhension de tout ce qui est facteur culturel, les représentations mentales, tout ce qui va faire qu'on va apprécier quelque chose ou pas, donner ces mécanismes-là. Et aussi des mathématiques, parce qu'il y a beaucoup de statistiques. Donc là, pour le coup, pour tout exploiter, c'est par ce biais-là qu'on peut travailler à trouver des tendances, des corrélations, etc., etc. Donc, la sensation peut être objectivée. Donc, en qualité, en intensité, à quoi ça sert? Déjà, ça sert à comparer des produits. Vous avez différents matériaux, vous travaillez, je ne sais pas, l'état de surface, vous voulez substituer un élément de finition, un fournisseur par un autre, votre produit est déjà sur le marché. Est-ce que de substituer le fournisseur A par le fournisseur B, est-ce que le consommateur va voir la différence? Ça, c'est une des méthodes utilisées en analyse sensorielle pour savoir est-ce que c'est significativement différent ou pas. Si c'est significativement différent, ça veut dire que le consommateur va s'en apercevoir et vous ne pourrez pas substituer A par B. Donc dès lors, on va aller qualifier, et c'est là où on va aller travailler à ce qu'on appelle les profils sensoriels, trouver des mots pour décrire les différences entre les deux produits qui auront été travaillés, donc en qualité, en intensité. Donc là-dessus, vous aurez votre cartographie des deux fournisseurs, des deux effets de surface. Est-ce que l'un est plus brillant, l'autre plus mat? Est-ce qu'il y a des différences de teinte? Est-ce qu'il y a des différences au niveau de l'accrochant? Vous aurez un état des lieux mesurable et mesuré. Par contre, après, vous n'aurez pas l'info, est-ce que le plus mat va être préféré par rapport au plus brillant? C'est là où ensuite on parle de perception. La perception, ça va être tout ce qui va toucher à nos préférences. Donc on va avoir des différences interindividuelles. Déjà, vous n'aimez pas les mêmes choses, tant mieux. Mais c'est là où on va parler d'études consommateurs. Études consommateurs, en fonction de la population, en fonction de la cible, en fonction de l'usage, des produits peuvent être proposés et les gens vont les apprécier ou pas les apprécier. Ça donne des données. Maintenant, on peut croiser les éléments consommateurs avec les éléments objectifs. Et là, ça devient tout de suite intéressant parce qu'on comprend de manière objective pourquoi un produit est apprécié ou un produit est rejeté. Et enfin, dernier maillon, ça va être l'émotion. Donc, l'émotion, c'est une réaction affective avec des manifestations physiques. Alors là, Paul Ekman avait, il y a de nombreuses années ça, qualifié 6 émotions. La peur, le plaisir, la surprise, le dégoût, bref, il y en avait quelques-unes, les travaux ont été enrichis, et en fait, lui, s'était basé sur les mimiques faciales. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de mesurer les émotions. Bien sûr, il y a du déclaratif, on vous demande si vous testez un produit ou vous testez le confort d'un canapé, est-ce qu'il est relaxant ou pas, vous pouvez donner l'information. Maintenant, en déclaratif, vous dites bien ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit, enfin, personne ne vous oblige à donner la vérité. Donc à côté de ça, il y a d'autres méthodes qui peuvent permettre de mesurer. Il peut y avoir
la mydriase, donc la dilatation de la pupille. Il peut y avoir la prosodie, la fluctuation du timbre de la voix. Ou quand, par exemple, le matin, on vous demande si ça va, si tout de suite vous dites « Oh oui, je vais super bien », c'est dans les aigus. On pourrait se dire qu'il y a une balance positive. Si de bon matin, vous répondez à vos collègues « Oh, aujourd'hui, c'est pas terrible », c'est dans les graves, la balance négative. Et ça, on peut travailler de la même manière sur la mesure des émotions. On vous demande votre adresse, votre âge, vous allez être neutre. Et par contre, quand on va vous demander votre avis sur un produit, vous allez aller soit dans les aigus, soit dans les graves. Et ça sera une indication de votre préférence émotionnelle. On peut travailler sur la gestuelle aussi, l'amplitude du mouvement. Ça peut être le type de mouvement. Et après aussi sur le vocabulaire que vous utilisez, où là on fait une analyse vraiment sur les mots choisis, et ces mots vont être l'expression aussi de vos émotions. Donc ça fait plein de niveaux qu'on peut aller objectiver pour aller qualifier sensation, perception et émotion. Après, pour utiliser le sensoriel dans la conception, il faut déjà se poser les bonnes questions. Et on va déjà commencer à se poser quelques petites questions ensemble. Déjà, quelle est la perception de votre espace cet après-midi? Est-ce que la température vous convient? Est-ce qu'il fait trop froid, trop chaud? Comment vos pieds sont ancrés dans le sol? Est-ce que le sol il est dur, il est mou? Est-ce que vous êtes bien installés sur vos chaises? Elles sont confortables? Ça va? Pas mal. Est-ce que le format de la chaise vous convient par rapport à votre morphologie? Non? Non. Quel est votre problème? Je suis enceinte et j'ai beaucoup de problèmes. Ça passe au bout de 9 mois, ça se transforme. Après, est-ce qu'il y a des odeurs qui vous gênent dans la salle? Est-ce que l'air est suffisant? Est-ce que le son de ma voix est clair, suffisamment audible? Est-ce que l'ambiance lumineuse vous convient? Est-ce que là, après le déjeuner, vous endormez pas trop avec cette ambiance un peu tamisée? Pas encore. Imaginez qu'un paramètre change. Imaginez, il y a beaucoup plus de lumière, ou alors il y a un bruit encore plus sourd, enfin une soufflerie qui vient gêner au niveau acoustique. Peut-être que finalement, vous n'aurez pas la même perception de ce moment, pas la même perception du lieu non plus. Et au final, cette perception du lieu, c'est bien vous qui le faites, c'est pas autre chose. C'est pas les technologies, c'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est vraiment votre individu avec ses 5 sens qui va percevoir ce lieu à ce moment donné, avec tous les paramètres physiques, tous les stimulus qui vont arriver, qui vont être perçus par vos récepteurs sensoriels et qui vont être interprétés par votre cerveau. Après, une autre question à se poser, après quelle sensation je veux générer? Finalement, quelle est ma cible utilisateur? Ça, c'est important. Ce qui est valable pour des générations Z ne sera pas forcément valable pour des personnes âgées. Il faut toujours rattacher un utilisateur à un usage, rattacher un utilisateur à une conception et développer tout ce qui va être sensoriel autour de la cible qui va être visée. Et ça, donc quelles émotions vous voulez générer, pour quels utilisateurs, il y a vraiment une grosse compréhension de cette cible-là, et de la culture aussi, tout cet héritage passé. Parce que tout ce qui est culture, tout ce qui est apprentissage, va faire qu'on va avoir des besoins spécifiques. Ce qui est valable par exemple en Europe ne sera pas valable en Amérique latine, ne sera pas valable en Asie. Donc nous, quand on fait des mesures sensorielles, des analyses de besoins, c'est aussi propre à un contexte donné et à un héritage culturel qui a été transmis. Et ça vient déjà de l'enfance. L'enfance nous donne des codes, nous construit. Chaque étape de la vie, finalement, nous construit pour la suite. Et du coup, moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a construit? Avant d'être ingénieur sensoriel, j'ai été une petite fille.
Et quand j'étais petite, en fait, j'adorais aller au travail de mon père. Mon père est prothésiste dentaire. Et alors là, les matériaux, les sensations, j'en avais partout. Que ce soit toutes les céramiques, je le voyais avec des instruments de torture, des diamants pour aller percer, pour aller polir, pour aller creuser. Toutes les cires qu'il fallait malaxer, des roses de toutes les couleurs, les tailles de mâchoire, les dents qu'il fallait mettre, on allait de la taille 0 à la taille 5, je ne savais même pas qu'il y avait autant de tailles de bouche en fait des individus, où finalement ils étaient tous différents. Il y avait des métaux précieux qui mélangeaient pour faire des alliages, il y avait des odeurs de clous de girofle, des odeurs aussi de médicaments, parce que finalement c'était dans un centre de santé. Et il y avait tous ces matériaux, toute cette ambiance. Il y avait aussi les fours à céramique qui, dans certaines pièces, montaient très très haut et on passait de quelque chose de climatisé à quelque chose qui dépassait les 50 degrés. C'était assez étouffant. Mais ça contribuait à l'ambiance qu'il pouvait y avoir justement dans ce labo de prothèse et toutes les émotions. Ce labo de prothèse me mettait en joie, mais je savais qu'à côté, il y avait le dentiste, où là, mes émotions étaient complètement différentes. J'avais la peur et j'avais aussi cette appréhension de la douleur, de tout ça. Donc, tout cet univers, en fait, m'a construit aussi du point de vue sensoriel, du point de vue de toutes mes émotions, de tout mon être. Et je suis sûre que vous aussi, en fait. Il y a des émotions qui sont liées à votre enfance, qui vous ont construit. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance que vous pouvez partager à tout le monde? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes l'odeur de linge frais? Est-ce que ça vous touche? Non. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous avez des odeurs d'atelier, des odeurs particulières qui ont marqué votre enfance? Est-ce que les betteraves, vous aimez toujours ça ou vous avez toujours un rejet? La colle Cléopâtre. La colle Cléopâtre. Ah ouais. L'odeur. Ah ouais, bah tiens, c'est parfait ça. C'est magnifique transition. Assistant Benjamin. Justement. Les souvenirs d'enfance et tout ce qui est sensoriel va marquer nos expériences. Tout ce qui est de la sphère olfactive est très proche de la sphère de la mémoire. Donc effectivement, il y a encore plus d'impact dans le souvenir. Et là, on va faire une petite expérience, justement. Je vais vous envoyer en flashback dans votre enfance avec ce petit pot de colle. Non, il ne faut pas le manger. Cléopâtre, en fait, c'est une entreprise qui est basée en Touraine, qui a fait toute son histoire sur ce petit pot de colle depuis les années 30. Et je ne parle pas de 2000, je parle de 1930. Et effectivement, comme le Chanel numéro 5, la forme du pot n'a pas évolué. C'est juste le design qui a évolué effectivement pour mieux correspondre à son époque. Mais le pot est resté, le pot emblématique est resté tel quel. Et effectivement, alors j'entends déjà des gens qui ouvrent les petits pots. Il est emblématique des 5 sens, et ça va être votre Madeleine, je pense, pour ceux qui l'ont connu. Il y a un son caractéristique. Voilà. Donc, même si la maîtresse était bienveillante, ce son caractéristique... Si vous pouvez le faire tous ensemble, on va avoir une vraie musique qui va se créer. Et ce son appelle effectivement ce qui fait la différenciation de ce produit, c'est-à-dire l'odeur. Donc je pense que même au travers du masque, vous pouvez la reconnaître. Est-ce que vous... Alors justement, en toute objectivité, à quoi vous fait penser cette odeur, à part à la colle Cléopâtre? Parce que quand je pose une question, l'amande, effectivement. Et c'est vrai que c'est tellement ancré dans notre ADN personnel que, bon, souvent je fais sentir... Alors, période de Covid un peu moins, parce que tout ce qui est sphère olfactive, c'est un peu plus difficile, mais quand je fais tester une molécule, par exemple du benzaldéhyde, qui est caractéristique de l'amande amère, 50% des gens me disent ça sent la colle, ça sent la colle Cléopâtre. Ils ne me disent pas ça sent l'amande, ils ne me disent pas ça sent la frangipane, non, ils me disent ça sent la colle. Et effectivement, ce petit pot de colle, pour se différencier des grands groupes de chimie qui sont contre eux, ont mis cette odeur caractéristique. Après, il y a un toucher particulier.
Tout a été pensé effectivement pour qu'il y ait le toucher de la spatule sur cette colle pour les tout petits à la maternelle, pour qu'il y ait justement tout l'apprentissage de la gestuelle, motricité fine, et tout est en équilibre entre la spatule justement et cette texture de pâte. Donc, si je vous parle de ce petit pot de colle, c'est qu'en fait, on a travaillé avec eux pour identifier quel est leur ADN. Même si ça paraît évident que l'odeur en fait partie, tous les autres codes font partie aussi de leur ADN sensoriel. Et cet ADN, en fait, c'était important de l'identifier comme le patrimoine de l'entreprise pour aller diversifier la gamme dans d'autres applications, que ce soit de la peinture, que ce soit d'autres déclinaisons pour tout ce qui est loisirs créatifs. Et c'est vrai que Cléopâtre, on le retrouve dans pas mal de chaînes maintenant qui proposent ce type de loisirs, et ils ont ouvert la gamme à plein d'autres produits tout en respectant cet ADN qui leur est propre. Aristote, donc depuis l'Antiquité, nous dit bien rien dans notre intelligence qui ne soit passé par nos sens, et c'est toujours vrai depuis la nuit des temps, depuis que l'homme existe. Et comment ça fonctionne? Alors, c'est un peu simplifié, hein. Le cerveau, en fait, de grande partie, le cerveau périphérique, le cerveau central. Cerveau périphérique, c'est tout ce qui va être pensée rationnelle, tout ce qui va être le langage. Finalement, quand vous allez aller vers un produit qui vous touche, c'est pas cette partie-là du cerveau qui va décider, finalement. C'est pas lui qui va guider vos choix. Ça va être le cerveau central, le royaume de vote Madeleine de Proust, justement, où vos émotions vont décider. Et c'est ce cerveau central dans l'intuition, qui va prendre le dessus par rapport à tout ce qui est rationnel. Au niveau du processus de perception, c'est pareil, il y a trois grands facteurs qui vont influencer la perception. Il y a vous, l'utilisateur, et vous, utilisateur, vous allez percevoir des sensations qui vont être générées par un produit. Ça, c'est une chose. Par contre, en fonction du contexte, ces sensations que vous allez percevoir vont être différentes. S'il fait chaud, s'il fait froid, déjà ça sera peut-être plus ou moins collant sur la texture du produit. Le contexte va influencer aussi votre individu. Si jamais, par exemple, admettons, vous êtes à déguster un vin seul chez vous, ou si vous êtes dans un bar avec des amis, dans une autre ambiance. Donc, tous ces éléments interagissent, et c'est là où il est important, quand on vient mesurer des sensations, de savoir dans quel contexte on est. Nous, du point de vue des protocoles à mettre en place, on a des enceintes qui sont régulées du point de vue de la température, régulées du point de vue de l'hygrométrie, pour se dire, ce produit, quand on le teste, on est à 25 degrés et 70% d'humidité. Si on était à 40 degrés, si on était à 10 degrés, on n'aurait pas les mêmes sensations, forcément. Donc il faut verrouiller certains paramètres pour être sûr de ce que l'on mesure. Après, au niveau de comment ça marche dans l'individu, bon, on est influencé par ses émotions, mais comment ça fonctionne? On a des récepteurs, des milliers de récepteurs. Ça ne va pas être les mêmes au niveau du toucher, au niveau de la vision, au niveau de l'olfaction, au niveau du goût. Il y a des récepteurs spécifiques. Par contre, chacun, dans ses spécificités, va être activé par des stimuli. Des stimuli, ça va être la lumière, ça va être le son, ça va être des saveurs, quand on parle du goût, avec différentes papilles, ça va être différents récepteurs au niveau de l'odeur qui vont être différents en fonction de vous tous. Parce que c'est vrai qu'on a des sens qui sont dits mécaniques, par exemple l'audition, le toucher, la vision, et des sens qui sont plus chimiques, le goût et l'olfaction. Il y a plus de différences sur les sens qui vont être chimiques, plus de différences interindividuelles. Vous n'allez pas tous percevoir la même chose. C'est là où il est plus facile de travailler sur les sens dits mécaniques que les sens chimiques pour obtenir un consensus. Pour l'olfaction, c'est comme un accord de piano en fait, comment ça fonctionne. Une odeur,
Alors, un parfum, ça peut être constitué d'une multitude d'odeurs. Ça peut être jusqu'à une rose, par exemple, peut avoir jusqu'à 300 composants. Vous sentez ça dans sa globalité, mais imaginez, une odeur va venir activer plusieurs récepteurs, comme un accord de piano. Et c'est cette note olfactive qui va ensuite être recherchée dans votre souvenir pour identifier, ah, ça c'est de l'herbe coupée, ça c'est de l'amande, ça c'est de la fraise. Et finalement, un récepteur va pouvoir être activé aussi par plusieurs molécules. Donc, vous n'allez pas... C'est très très lié aussi à la culture, ça s'éduque tout au long de la vie, c'est là où il est vraiment important d'éduquer les enfants aussi à ça. Mais tant en intensité que qualité, vous n'allez pas être tous égaux. Et il y a des odeurs où vous allez apprécier ou pas aimer, ça va être plus radical. Par contre, tout ce qui est mécanique, audition, toucher, vision, il y a des récepteurs spécifiques, mais le consensus est plus vite atteint à partir du moment où on se calibre les uns les autres. C'est clair pour l'instant? Et alors, demain, est-ce qu'on sera 100% technologie? 100% technologie ou à intégrer beaucoup de numérique? On a nos 5 sens, on est humain, c'est ce qui joue sur notre perception, nos émotions. Bien sûr, pour être compétitif, il faut aller vers la technologie. Par contre, il ne faut vraiment pas oublier l'usage de ce que l'on veut faire, les besoins, et raccorder ça effectivement à l'individu, l'être à proprement parler, constitué de tous ses sens, et pour que ce soit un succès, pour pas que ça fasse partie des 80% de produits qui sont voués à l'échec, effectivement, il faut vraiment raccrocher ça à l'usage. Après, on est aussi dans une interaction avec le numérique. Ça, c'est une analyse qu'on a fait à l'occasion d'un salon sur le luxe, pour comprendre finalement comment on surfe entre le virtuel et le réel. Nous, on est dans le réel ici. Dans le virtuel, on va rechercher de l'information. Et ça s'applique finalement à tout type d'achat ou de recherche. Et c'est un peu les modes qui sont utilisés aujourd'hui, donc plutôt Gen Z aussi. Mais bon, tout le monde peut procéder comme ça. Donc rechercher l'information dans le virtuel. Ensuite, la prise de décision, elle est entre les deux, entre virtuel et réel. On va aller tester aussi dans le réel, parce que le virtuel ne nous donne pas forcément toutes les informations. Que ce soit un vêtement pour la texture, que ce soit un achat autre, un objet, il faut aller vérifier aussi dans le réel. Ensuite, on va l'acheter, on va l'utiliser. Il va peut-être tenir ses promesses ou pas. Et ensuite, on va aller informer la communauté et on va repasser dans le virtuel et on va faire des boucles comme ça, entre le réel et le virtuel. Ça, c'est le triangle magique du succès, où on va aller travailler sur l'identité, sur le sensoriel, sans oublier effectivement les technologies. Identité, c'est le patrimoine de la marque, un peu comme l'ADN de Cléopâtre. Le sensoriel, c'est l'individu. On va aller s'intéresser effectivement à tous ses besoins et toutes les technos qui peuvent enrichir tout ça dans l'expérience. Pour illustrer toute cette première théorie, je vais vous présenter quelques exemples sur lesquels on a travaillé et comment on a utilisé du sensoriel pour concevoir soit des espaces, soit des objets. Voilà. Donc le tram de Tours, on a travaillé au design sensoriel du tram, et la commande initiale, donc ça c'est la commande de Jean Germain, sénateur maire de Tours en 2009, donc le tram a été lancé en 2013. Donc il voulait que le tramway soit l'expression d'un lien, mais aussi d'une nouveauté, que ce tramway et ce qui l'entoure soit une œuvre au sens compagnonique, un travail abouti, mais aussi une œuvre dans le sens où cela sort de l'ordinaire et qu'elle puisse donner du plaisir, donner à réfléchir, donner envie de revenir. Beau cahier des charges. Donc voilà le terrain de jeu. Donc le terrain de jeu, c'était pas que le matériel roulant, finalement, c'était tout l'ensemble de la ligne. 15 km de ligne. 15 km de ligne qui ont été ponctués par différentes œuvres urbaines. Je vais vous présenter quelques œuvres. C'était vraiment une approche globale
où le sensoriel domine, et l'art aussi domine toute la création. Donc, je vous présente le collectif qui a travaillé, donc constitué de designers, d'artistes et designers, donc soit industriels, soit espace, soit produits, soit sonores, et aussi tout ce qui est des géographes. Et tout ce monde-là a travaillé effectivement à concevoir le 4e paysage de Tours. Donc les 3 premiers, c'était la Loire, les jardins, le patrimoine bâti, et la ligne devait être le 4e paysage de l'agglomération. Donc on a voulu, donc, avec ce tram, concevoir une ligne sensorielle. Il fallait valoriser l'identité de la ville et proposer une expérience de voyage positive. Donc c'est un tram Alstom, donc qui est commun à 90% des autres trams. Et en fait, dans les 10% restants, on a travaillé justement à l'identité, au sensoriel. Donc comment on s'y est pris? Il a fallu comprendre vraiment quelle était la culture, l'identité, l'héritage de la ville, et comment, au niveau urbain, tout ça allait s'inscrire. Donc c'est vrai que finalement, le tram, c'est comme un curseur dans la ville, qui pouvait voyager sur ces 15 km. Et pour être 4e paysage, une des bases, c'était de le faire en reflet du paysage. D'où ce côté inox, alu en extérieur qui reflète vraiment le paysage de Tours. Et il s'inscrit dans une œuvre donc, de 15 km avec un projet artistique. Et alors, je montre juste après, Buren était partenaire. Et ça, par exemple, les colonnes. Oui. Quand vous dites partenaire, c'est quoi? C'est concepteur? C'est artiste intervenant? Artiste intervenant et... Il mettait pas de l'argent dans le projet? Il mettait pas de l'argent dans le projet? Non. Okay. Non. Il était artiste intervenant et justement, la ligne, enfin les 15 km de ligne sont ponctués d'œuvres de Buren en différents points, donc au terminus et au départ, et là notamment c'est à peu près au milieu, et en fait à ce point de vue-là, donc on est un peu en hauteur, c'est en haut de la tranchée, donc qui est une côte assez connue à Tours, je viens de Tours, je ne sais pas si vous connaissez Tours, et en fait de là-haut on a une vision travers de la ville, ça fait 8 km. Et là on a une vision où au final quand on est au niveau, alors ici là, on voit les colonnes de Buren, donc il y a un côté rouge, un côté vert, en fonction du sens. Il y a les marques de Buren, donc les bandes noires et blanches, et en fait vous avez une verticalité avec les rails du tram, les phares du tram, et vous avez dans le prolongement donc des octrois qui ouvrent la ville et qui ferment la ville, et vous avez donc cette verticalité dans ce point de vue-là. Il y a un côté géométrique qui est assez magnifique. Comme je vous disais, Daniel Buren a travaillé à l'identité de la ligne, et on a, en plus des différentes œuvres qui ponctuent la ligne, des marques en station. Donc les bandes caractéristiques en fait vont se retrouver sur le tram, au niveau des portes et sur le quai. Ce qui fait qu'il y a un flux un peu intuitif qui se crée. Les gens maintenant sont éduqués et savent très bien qu'il faut qu'ils se mettent à l'endroit des bandes au sol pour pouvoir avoir l'accessibilité au tram. Les bandes se prolongent dans le ciel, ce qui agrandit l'espace. Et après, on a des codes. Donc, vous avez par exemple les distributeurs de billets qui vont être rouges. Et ce rouge, on va le retrouver dans l'identité à l'intérieur du tram au niveau des teintes choisies. Pour continuer sur le côté artistique et culturel, voilà, ça c'est quelques exemples d'œuvres de Buren qui sont proposées, donc avec des jeux de lumière. Bon, il y a d'autres, il y a la gare, il y a aussi comme une rose des vents qui est sur l'un des parkings. C'est un peu à trouver. Et on a aussi de la littérature, donc des phrases qui ont été choisies d'artistes locaux et qui ponctuent aussi tous les arrêts. Donc par exemple là vous avez du Balzac, mais à chaque arrêt vous avez des phrases un peu spécifiques en lien avec la Loire
mais du coup pour apporter une autre dimension au niveau de la culture. Il y a des codes sensoriels qui ont été développés. Donc dans les 10%, je vous disais, d'innovation, notamment, il y a ces phares. Donc on est sorti des codes classiques pour les phares et on a voulu quelque chose de très long et qui fasse toute la hauteur du tram. Et il y a aussi une indication dans la mobilité, c'est-à-dire que vous pouvez distinguer l'avant de l'arrière rien qu'avec la couleur, rouge ou blanche. À l'intérieur du tram, on est venu travailler bien sûr les matériaux. Donc les matériaux côté bois pour un côté naturel. Sur un autre visuel, on pourra voir qu'il est dissymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une face rouge, je vous disais, comme les distributeurs. L'autre côté, on est plus bois pour finalement se laisser le confort psychologique de savoir est-ce qu'on veut être face à une couleur qui nous dynamise ou est-ce qu'on veut être face à une couleur qui nous apaise, qui est vraiment plus bois, plus clair. Au niveau des matériaux, on a travaillé aussi sur les barres de maintien pour limiter l'inconfort. Les barres souvent sont inox, ont des traces de doigts, peuvent garder la chaleur, donc déjà visuellement ces traces de gras nous mettent dans un inconfort psychologique de se dire j'ai pas envie de toucher cette barre. Là les peintures qui ont été choisies sont soit vertes mat, ne laissent pas du tout de traces de doigts, ou alors légèrement grainées, donc avec un relief qui donne finalement la sensation qu'on est moins en contact avec cette barre de maintien. Au niveau des assises, toujours pour le côté confort psychologique, il y en a 5 différentes pour se laisser la possibilité de choisir sa place par rapport au moment et aux accompagnateurs que l'on a. Soit on est seul avec plein de sacs, soit on est avec ses enfants, soit on a besoin de place, soit on a besoin d'être isolé. On a cette possibilité d'avoir le choix de 5 assises différentes par rapport au moment de la journée, notre état par rapport à ce moment de la journée. Après, le sensoriel, je vous disais, c'est multidimensionnel, polysensoriel. Donc, on a vu le toucher. On a du design sonore aussi, je ne vous le présenterai pas là, mais il y a eu du design sonore de travailler pour marquer chaque quartier. Finalement, il y a une mélodie spécifique, jazzy, parce que la région est très empreinte historiquement dans le jazz. Donc il y a des marques sonores assez caractéristiques que les gens peuvent fredonner. Il y a des sons qui ont été travaillés aussi à l'ouverture des portes, à l'arrivée en station. Il y en a même un qui est assez anecdotique, faut vraiment le savoir. Alors, à 0,2 cm près, je ne sais jamais, mais les bandes de Buren font 8,7 ou 8,9 cm, et il y en a un, c'est 8,7 ou 8,9 Hz au niveau acoustique. Donc là, c'est vraiment les secrets pour marquer l'anecdote. Et le visuel. Le visuel, on a travaillé sur la lumière, parce que la lumière, c'est une matière à part entière. C'est très très important, on peut changer complètement d'ambiance quand on change de lumière. Donc il y a une lumière plutôt blanche, bleutée en été, pour donner l'impression qu'il fait plus chaud, et plus froid je veux dire, et une plus jaune en hiver pour donner l'impression qu'il fait plus chaud. Donc voilà, c'est le conducteur qui actionne un mode ou l'autre justement pour améliorer le confort thermique. Souvent à la météo on entend qu'il fait 29 degrés mais perçu 35 ou perçu 20 en fonction du vent. Donc là c'est pareil, jouer sur la température de lumière, ça nous fait ressentir la température à plus ou moins 2 degrés d'écart dans le perçu. Après, donc ça c'est à l'intérieur du tram, mais à l'extérieur du tram il y a eu aussi un design lumineux qui a été fait, notamment sur un pont. En fait, ce pont, donc il y a une scéno lumineuse qui a été proposée, va changer de couleur en fonction du matériel qui passe dessus. Donc si c'est le tram, si c'est un piéton, si c'est un vélo. Et donc il y a une scénographie lumineuse particulière en fonction de la population sur ce passage-là. Pour les stations aussi, on a appelé ça station douce. Elles ont été travaillées pour que à chaque station, on puisse avoir des zones d'ombre, des zones de lumière, là encore, par rapport aux besoins des utilisateurs.
Les matériaux aussi de l'assise ont été choisis pour que, alors le bois qu'on voit là, ce soit ni trop chaud ni trop froid, peu importe la saison. Donc là aussi, une attention dans le côté thermique, la réaction thermique du matériau par rapport à la saison pour toujours le confort des utilisateurs. Et enfin, donc là on voit les lianes. Il y a eu aussi dans le cadre de ce projet de tram, de design sensoriel du tram, un projet collaboratif. En fait, ça c'est ce qu'on appelle des bourgeons. Alors, vous pourrez feuilleter le livre qui a été édité justement à cette occasion. Avec les compagnons, les lycéens, il y a eu un travail qui a été fait en local justement pour les mettre à l'honneur et pour valoriser tous ces savoir-faire, tout le savoir-faire de l'art de la main. Et alors plutôt que d'avoir un écrou à cet endroit-là, donc c'est des barres de maintien, on a demandé aux lycéens justement de travailler des formes avec les compagnons, des formes identitaires, donc vous pouvez les voir ici, vous avez tout le détail justement dans ce petit livre. Et en fait, 21 bourgeons, ce qu'on appelle des bourgeons, en fait, ont été développés avec les lycéens, qui finalement étaient ravis de participer à ce projet collaboratif avec des artisans, avec des designers, parce que finalement c'était un projet qui dépassait le cadre de leurs études, qui les impliquait vraiment, et ils avaient cette fierté de voir finalement leur œuvre qui était intégrée à ce tram. Donc il y a 21 bourgeons parce qu'il y a 21 rames de tram, et c'est un peu voilà, le jeu pour trouver tous les bourgeons au fur et à mesure des voyages, parce qu'on ne monte jamais dans le même tram. Et chacune des histoires de chacun des bourgeons, voilà, vous pourrez regarder tout à l'heure si ça vous intéresse dans l'idée du collaboratif. Toujours dans le collaboratif, donc je vais changer d'exemple. Vous avez des questions pour le tram de Tours, non? Oui. Moi j'ai une question, c'est est-ce que les habitants de Tours ils se rendent compte de tout ce travail qui a été fait sur le design sensoriel, ou est-ce que justement le but c'est que gros soit transparent et qu'ils aient l'impression que c'est normal? Alors ils s'y sentent bien parce que finalement il n'est pas vandalisé, donc ça c'est un bon indicateur aussi finalement, c'est vrai. Maintenant, tout ce que je vous ai livré là, ils n'en ont pas conscience. Ils se sentent bien dans le voyage, ils apprécient le tram, ils le trouvent esthétique. Maintenant, ils ne vont pas connaître toutes les subtilités, par exemple de la température de lumière qui change. Ils ne vont pas forcément voir les peintures, parce que là, on est finalement plus dans du technique. Et ce n'est pas ce qu'on leur demande finalement. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que les utilisateurs profitent du voyage, apprécient le matériel roulant et finalement aient une expérience positive. Après, sur des petits groupes comme des étudiants voilà, à qui je peux faire cette présentation aussi, ils sont étonnés de connaître toutes ces subtilités de fabrication et après ils regardent le tram avec un regard un peu nouveau. Et du coup, donc ça c'est un projet qui a été mené par Certessence, par RCP. Par RCP, par ouais. l'agence de design, oui. En relation avec Alstom, oui. De manière extrêmement précise. Et donc, Louis Dandrel, j'imagine, pour le son, un designer sonore assez connu, même très connu. Buren, donc il y avait des réunions, RCP. Il y a eu un collectif effectivement de la ligne et ça s'est fait nombreuses réunions, nombreuses années pour le mettre en place, parce que vous voyez, les premiers rendez-vous c'était 2009, le tram a été inauguré 2013. Voilà, il y avait quand même. Et Talon était vivant encore. Oui. C'est son dernier projet. Je pense, oui. Parce qu'il est décédé 2011, je crois. C'était une magnifique équipe, effectivement, et du coup, le tram est à la hauteur de tout ce collectif, finalement, parce qu'il est connu et reconnu au niveau international. Maintenant, il est exemplaire, finalement, par rapport au travail réalisé, justement, tout ce collaboratif, autant tous ces designers et ces artistes de renom, que aussi le travail avec les lycéens. Ça faisait une belle émulation.
Donc pour continuer sur le collaboratif, qui est un peu aussi l'objectif finalement de ce masterclass, je voulais vous prouver, alors ça c'est un projet assez récent, qu'on a inauguré le 14 février de cette année, pour la Saint-Valentin, parce qu'on se déconne sur les bancs publics, forcément. Et donc le projet, c'est la ville de Rochecorbon, qui est une ville de Touraine. En 2017, en fait, ils ont voulu créer un mobilier urbain identitaire et respectueux de l'environnement. Donc c'est un projet unique aussi en son genre, qui a permis de réunir aussi bien le monde de l'éducation, là aussi il y a des lycéens qui ont été impliqués au projet, des élus, des designers, des artisans, des architectes. Et en fait, le projet, donc, ça a été de suivre différentes étapes justement pour délivrer un parcours avec 9 bancs en impliquant tout ce monde. Donc la première phase pour aller travailler à ce projet, c'était mettre en place un cahier des charges du mobilier urbain qu'on voulait. Et ce cahier des charges a été mis à la disposition des enseignants, des élèves, à la rentrée scolaire, donc en septembre. Et en fait, les lycéens ont été acteurs justement à proposer des croquis, proposer des conceptions justement pour imaginer des mobiliers urbains. Dans la phase 2, donc les élèves de la filière art appliqué ont présenté 25 esquisses au groupe de travail. Et après, il y a eu 9 projets donc, qui ont émergé de ces premières approches. La phase 3, donc il y a 5 phases. La phase 3, je vous livre aussi un peu la méthodo, alors c'est pareil. Il y a aussi un autre livre si vous voulez feuilleter de tout le projet. La phase 3, donc avec la Chambre des métiers, il y a eu une sélection, il y a eu rencontre des 9 binômes d'artisans qui ont chacun développé les 9 bancs, imaginés par les étudiants, bien sûr. Tout le monde a collaboré. Après phase 4, on était dans la fabrication des mobiliers urbains, donc avec différents matériaux. On avait aussi bien du verre que des matériaux recyclés, de la céramique, du bois. Enfin, l'idée, c'était d'avoir justement un peu tous les artisans et tous les matériaux disponibles en local pour aussi faire la promotion des artisans locaux. Donc là, on en était à la fabrication, avec effectivement le rôle du designer pour recadrer tous les projets et les idées des étudiants. Et ensuite, la phase 5, c'était effectivement de déployer le parcours qui a été inauguré le 14 février. Donc c'est vraiment une magnifique aventure. Au niveau de la valorisation, effectivement, la ville fait la promotion de ce mobilier un peu particulier. Un livre a été édité justement pour mettre en avant l'approche exemplaire. Et finalement, les artisans étaient contents de travailler avec des designers. Les étudiants étaient ravis de rencontrer aussi des professionnels qui, là encore, finalement, leur a permis d'intégrer un projet qui les dépassait aussi, qui dépassait le cadre de leurs études. Donc, c'était une magnifique approche. Donc aujourd'hui, je vous avais promis, on allait travailler aussi et découvrir des matériaux. Ça, c'est des exemples un peu différents où en fait, on est venu travailler sensoriel et matériaux, mais là, plus pour l'inspiration. Je vous parlais tout à l'heure d'effet perçu. Alors, un effet perçu, c'est pendant ce millième de seconde où vous allez rentrer dans un espace et vous allez vous dire « c'est propre ici ». Ou alors « ça fait naturel ». Ou alors « c'est très très luxueux ». Bref, c'est des notions finalement qui sont un peu subjectives, qui vont être liées à des représentations mentales, mais finalement, quand on vient les analyser, quand on vient décortiquer tout ça, ça répond aussi à des codes sensoriels du point de vue de la matière. Donc ça, c'est une approche qu'on a eue alors à l'occasion du Luxpack Monaco. On fait partie depuis 2016 du jury du Trends Observer.
C'est un jury qui mixe différentes professions. On a l'IFOP pour tout ce qui est tendance sociétale, donc, qui font des analyses au niveau mondial sur les tendances de l'année en cours. On a Carré Noir, on a donc Agence Plus Communication, on a notre agence au niveau du design. Et nous, dans ce collectif, on vient travailler des propositions de matériaux pour illustrer les tendances sociétales qui sont définies justement par l'IFOP. Donc là, par exemple, rapport au temps, anticonformisme, engagement et singularité, ça c'était 4 effets perçus qui ont été travaillés alors, il y a 2 ans, et je vous ai amené des matériaux. Je vais sortir du champ, je suis désolée. Par exemple, anticonformisme, vous avez ces matériaux-là. Donc, vous pourrez venir voir les planches quand on passera aux ateliers. Il y a des choses qui sont assez surprenantes. Donc, on est parti sur des matériaux qui allaient faire une rupture, soit qui allaient plaire, soit qui allaient déplaire, mais il se passait quelque chose. Par exemple, le verre ici, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est du végétal? C'est de l'animal? Végétal? Panse de vache. Bravo. Mais après, vous avez donc du cuir de Galusha, vous avez du verre avec du métal, vous avez un voile de métal flammé, vous avez de la mousse de métal. Tous ces matériaux, en fait, sont issus de notre matériothèque. On a une grande collection de matériaux à disposition de tous les concepteurs pour l'inspiration, entre autres, pour répondre à des projets spécifiques, pour répondre à des problématiques. Par exemple, vous recherchez des matériaux qui puissent avoir des performances acoustiques, que ce soit du voile, que ce soit des cloisons, on va vous trouver le matériau qui va correspondre à votre projet. Plus les aspects esthétiques qui vont faire que peut-être ça sera naturel, peut-être ça sera plutôt propre, parce qu'à chaque fois, il y a des dimensions sensorielles qui permettent d'expliquer tout ça. D'autres matériaux, par exemple la nature revisitée, ça par exemple c'est du champignon. Champignon qui vient finalement pousser sur un support assez naturel, ça va être stabilisé avec une cuisson rapide à 40 degrés et après on a le réseau qui est fait, on a quelque chose d'assez rigide. Vous avez du textile de bois, vous avez de la mousse stabilisée, bref, on est dans une autre ambiance, un autre effet perçu et ainsi de suite. Une autre approche, c'était aussi, finalement, s'intéresser à quels sont les matériaux qui peuvent parler à une population particulière. Donc, on s'est intéressé aux générations Z. Alors, les générations Z, c'est ceux qui sont nés après 95. Et eux sont vraiment dans la réconciliation avec les anciennes générations, la réconciliation avec le savoir-faire, l'artisanat. Et ils ont un nouveau rapport au succès, bref, il y a différentes dimensions qui les caractérisent et en fait on est venu illustrer différentes tendances sociétales qui leur correspondent par des matériaux. Alors on a choisi des matériaux, alors on les a sélectionnés en regardant des clips. En regardant des clips qui avaient des millions de vues. C'était une source d'inspiration assez importante parce que finalement on s'est dit le lien avec les générations Z c'est justement le téléphone, ils ont ce 6e sens digital permanent en lien connecté tout le temps avec les smartphones. Donc on est parti de ces clips qui sont regardés sur les smartphones pour choisir finalement quels étaient les matériaux qui allaient révéler et qui allaient être en phase avec les autres tendances sociétales spécifiques donc à cette population. Et en fait, on a trouvé 6 catégories sensorielles, donc lumière, luisance, peau, épaisseur, souplesse et réactivité. Et à l'intérieur de ces catégories, on est venu sélectionner 48 matières spécifiques. Et quand je vous parle de sensoriel, c'est vrai que c'est pas évident de mettre des mots sur les sensations. Par exemple, pour lumière, on peut décliner lumière blanche, lumière dichroïque,
lumière iridescente, lumière scintillante. C'est des déclinaisons, rien qu'avec des mots, mais déjà, on peut faire des catégories. Au niveau lumière iridescente, par exemple, là, c'est une plaque holographique. En émotion matière, on pourrait dire que c'est précieux. En effet perçu, on a un côté holographique. Sensation visuelle, brillant, étincelant, profond. Sensation tactile, lisse, gras, glissant. Et vous avez le nom, voilà, plaque holographique. Je ne sais pas si c'est très lisible, pour ça je vous le dis à l'oral. Après, ça on le décline sur tous les matériaux. Il va y avoir des mots spécifiques pour donner l'identité d'un matériau donné. Une autre catégorie, l'épaisseur. On a proposé des matériaux recyclés, matelassés, cellulaires. L'épaisseur naturelle d'une laine qui va être tricotée va donner une ambiance particulière. Et là aussi, les mots associés sont complètement différents. Pour la sensation visuelle, par exemple, sur la métisse, on a laineux, épais, compact. En sensation tactile, on va être sec, moelleux et chaud. Donc on n'est pas du tout sur le même univers de mots pour qualifier ces différents matériaux. Et tout à l'heure, on pourra faire un atelier où vous-même, vous vous exercerez à mettre des mots sur vos sensations. C'est pas si simple, mais c'est un entraînement. Et après, ça facilite la communication. Donc c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire pleinement. Donc là, c'était l'inspiration. Maintenant, à quoi ça sert le sensoriel aussi avec les matériaux? Ça sert à organiser, ça sert à communiquer. Je vous ai ramené des nuanciers. Alors c'est ce nous on appelle des nuanciers parce que finalement, comme on vient donner des intensités à des sensations, ça nous permet de classer et d'avoir des repères comme des notes. Donc, on a travaillé avec l'industrie automobile, justement, parce que les équipes de Toyota avaient besoin de mieux communiquer et gagner du temps au niveau des différents services. Si, dans votre entreprise, votre commercial arrive en disant « Oui, je voudrais que le produit développé soit plus brillant », ok, plus brillant, alors ça veut dire je m'arrête à l'effet miroir ou je m'arrête à un autre niveau. Ça, c'est un nuancier qu'on a en interne, justement, pour attribuer des notes au niveau des sensations. Il y a un classement, donc ça va de brillant, pas beaucoup, à brillant, beaucoup. Et ça, on peut le faire sur différents descripteurs. Différents descripteurs. Transparent, donc plus ou moins transparent, donc vous pouvez lire plus ou moins le carré matessence à l'intérieur. Donc par comparaison, vous pouvez attribuer une note entre 1 et 5. Ou un autre exemple, réfléchissant. Là aussi, réfléchissant. Où est-ce qu'on s'arrête? Donc si on n'a pas des référentiels sous la main pour comprendre du point de vue de la sensation, comment traduire par la sensation un mot, c'est très difficile de se repérer dans l'absolu. C'est pour ça que quand on fait du sensoriel, il y a le mot, mais il y a sa définition et il y a le protocole d'évaluation qui sont importants aussi à mettre en place. Donc, pour revenir à Toyota, on a accueilli les équipes pendant 15 jours. On a pris les matériaux et on est venu organiser les matériaux selon différents descripteurs. Donc là, par exemple au niveau du relief, on est venu classer là-dedans tous les matériaux du moins reliefé au plus reliefé. Chacun a eu un code attribué, donc le premier ça va être le F1 et ainsi de suite, et vous avez le protocole. Donc, il faut faire un mouvement tangentiel avec l'index. Il faut contrôler la vitesse, contrôler la pression, parce que si vous allez plus ou moins vite sur une surface, vous n'allez pas percevoir la même chose. Si vous mettez plus ou moins de pression, soit vous effleurez, soit vous appuyez beaucoup, vous n'allez pas percevoir la même chose non plus. Ça va fausser vos résultats. Et après, on laisse l'index sur 8 à 10 cm sur toute la longueur. Donc un mouvement comme ça pour évaluer le relief.
Avoir un classeur comme ça permet ensuite aux équipes de communiquer. Mais ça fait des fiches un peu difficiles à emmener quand on est en rendez-vous. Du coup, alors là j'ai pris un autre descripteur, mais pour tous c'était pareil. Là, sur cet exemple-là, ça permettait de classer, là encore, toutes les références du plus au moins. Donc il y a un gradient croissant, donc là cette fois c'est la rugosité. Et là vous avez tout ce qui est possible en rugosité, par exemple pour les tableaux de bord. Donc si on vous dit je veux quelque chose de très rugueux, ok, très rugueux mais plutôt dans cette plage-là ou plutôt dans celle-ci. Au moins vous pouvez vous positionner sur une échelle de sensation pour mieux communiquer avec les équipes, ça fait gagner du temps. Donc là-dessus vous avez tout, et après il y a aussi le modèle mini qui existe, où au final, là c'est un échantillon, donc c'est encore un autre descripteur avec un autre protocole, vous pourrez regarder, mais ça permet de se situer, et là par exemple on est sur accrochant. Si par exemple vous arrivez et que cet accrochant-là n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il faut déployer un effort de R&D supplémentaire pour être ici. Mais au moins vous savez toute la plage de sensations que vous possédez à l'intérieur de votre espace produit. Donc ça, vous pourrez les regarder tout à l'heure. Vous pourrez les feuilleter. Donc c'est très utile au niveau de la qualité pour se positionner et gagner du temps aussi au niveau des processus et savoir finalement quels sont les critères différenciants sensoriels dans votre espace produit. Parce que ce qui est valable pour ce type de matériaux n'est pas forcément valable pour une autre famille de matériaux. Donc à chaque fois, c'est des vocabulaires spécifiques. Un autre exemple, là encore rien à voir, un travail qu'on a fait pour Jules Pansu, les tissages de la lisse, où au final, je vais vous faire passer les échantillons. Donc Pansu, qui est tisserand, je vous fais passer les échantillons. Non, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un qui veut bien se mettre du gel hydroalcoolique veut bien faire le cobaye? Perrine, je vois que tu bouges. Donc, ils sont spécialisés dans de la tapisserie murale et textile, donc tissage jacquard. Et en fait, c'est un savoir-faire ancestral. Alors, tissage jacquard, je pense qu'il y a des spécialistes dans la salle. Donc, pour chaque couleur, il va y avoir un fil spécifique. Après, celui-ci, non, ça. Non, ça. En fait, ils voulaient diversifier leur gamme pour faire du textile, mais aménagement d'intérieur, comme pour mettre sur des coussins ou. Restez là. Mettre sur des coussins ou faire des plaids. Et pour le coup, alors, peut-être que dans votre enregistrement de sensations, vous savez la texture que ça a. Et en fait, est-ce que vous pensez que cette texture-là est adaptée à un coussin ou adaptée à un plaid? Et pourquoi c'est adapté ou pourquoi c'est pas adapté? C'est l'image ou la texture qui n'est pas adaptée? C'est même l'image. Sans vouloir être offensant. C'est un ensemble. Alors, c'est vrai que le motif, ça, c'est propre au goût de chacun. Mais il y avait des éléments sensoriels qui faisaient que ça n'était pas adapté, et notamment du point de vue de la lourdeur, donc le poids, trop lourd. Donc il a fallu définir à partir de quel poids on pouvait être acceptable pour aller dans un autre type d'usage, et le côté pliable, parce que ça n'est pas suffisamment pliable. Donc il a fallu trouver des solutions pour alléger et pour rendre plus le côté pliable. Alors, tu confirmes,
Pas très fluide, effectivement. Pas trop fluide. Ok. Le côté rugueux, parce que c'est quand même assez rugueux, comme toi, c'est pas les poils lisses, ne gênait pas là? C'était pas les critères qui limitaient l'approche. C'était vraiment le poids et la pliabilité. Donc il y a eu des tests. Donc pour limiter le poids, ils ont limité les fils, ce qui est bien. Alors, démonstration, est-ce que c'est plus pliable, est-ce que c'est plus léger? Et du coup, c'est plus doux aussi, finalement. Mais là, est-ce qu'on... Alors, là aussi, c'est les goûts, les couleurs. Mais finalement, en limitant à 2 fils comme ça, est-ce qu'on était identitaire d'un savoir-faire jacquard? Non, ça fait un peu trop scandinave, peut-être. Mais, donc il a fallu retravailler en se disant, mais comment on peut faire pour avoir plus de pliabilité, moins de lourdeur, et en augmentant les couleurs. Parce que comme je vous dis, à chaque fois qu'on met une couleur, on rajoute un fil, donc le fil c'est sur toute la surface, donc forcément ça augmente du poids. Donc on est venu travailler sur des effets d'optique. Et finalement, pour limiter, alors les couleurs, certes, le motif, peu importe, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a travaillé sur la moyenne optique. La moyenne optique, qui avait été identifiée par Michel Eugène Chevreul de la manufacture des Gobelins dans son savoir-faire et son travail au quotidien, c'est qu'en fait, il mettait 2 fils côte-côte, et l'œil, si on mettait un rouge et un jaune, notre œil est magique, il voit du orange. Donc on a essayé de travailler justement dans cette moyenne optique pour avoir du jaune, du rouge, mais du coup ici, avoir le orange. Et même si, alors de loin, vous devez voir du orange, de près, on voit les fils, mais finalement, dans l'effort de conception, il est plus acceptable d'avoir 2 fils côte-côte et de se dire qu'on a le orange par le biais de la moyenne optique, mais d'avoir ce côté pliable et ce poids allégé, que d'avoir encore un fil qui va augmenter la lourdeur. Donc après, effectivement, les motifs ont été aussi plus contemporains pour correspondre à une majorité d'individus. Il y a plein de gammes qui ont été déclinées, mais par le biais du sensoriel, on a compris quels étaient les facteurs sensoriels qui étaient limitants, on a retravaillé sur le procédé, on a trouvé des solutions, et du coup, ça a permis à cette entreprise de proposer une nouvelle gamme qui correspondait vraiment à un marché et qui était en phase avec la sensation, avec le poids attendu. C'est beaucoup bien. Donc vous pourrez les toucher après. Ou pas. Ou pas. Et donc voilà, il y a différents motifs qui ont été proposés. Jules Penchu faisant du tissu d'ameublement, c'est ça? Tout à fait. Du rideau et du soulier et du... Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour sortir justement de la tapisserie murale, qui était un peu trop destinée au château, donc dans la loi on en a pas mal, mais bon, ça limite quand même les usages. Du coup, pour être sûr d'avoir compris, vous avez fait une étude sensorielle. Oui. Et cette analyse sensorielle, vous l'avez donnée à des designers graphiques. Alors, ça a été fait avec notre collectif. C'est vous les designers en interne qui avez aussi dessiné les tissus. Oui, on a travaillé. C'est extrêmement subjectif. Au niveau du motif, oui. Après, nous, notre action, c'était vraiment de décrypter quels étaient les critères sensoriels qui faisaient qu'on avait un bug perceptif, donc une rupture entre le produit, donc la tapisserie de base, et l'usage envisagé. Ouais. Et la gamme de prix, j'imagine aussi. Et la gamme de... Oui, après, le procédé restait chez eux et ils restaient fabricants et propriétaires aussi du choix des motifs qu'ils souhaitaient développer. Sur les motifs, il y a eu des propositions qui ont été faites, mais là-dessus, ils restaient maîtres de leur savoir-faire et des motifs choisis. Nous, c'est vraiment toute la partie sensorielle de décryptage pour les accompagner dans la compréhension et l'évolution du procédé. Donc limiter par exemple le nombre de couleurs. Non, c'est ténu à bien comprendre. Moi je comprends votre analyse, enfin l'analyse sensorielle du produit, mais c'est ténu qu'à un moment donné, cette analyse-là
leur donne matière à dessiner un peu différemment. Mais, je ne sais pas si vous partagez, si vous voyez un peu ma question. Mais c'est sûr. Savez-vous quelle était la stratégie de leurs concurrents pour pouvoir faire une textile d'ameublement, justement, ils ont été la contrainte non, là-dessus, non. Non, du tout. On s'est concentré sur leurs demandes, mais effectivement, là-dessus, on n'a pas été voir la concurrence. Je crois que c'est le dernier exemple que je vais vous présenter. Il me semble, oui, c'est un design d'espace, ou presque l'avant-dernier. Design d'espace où en fait on est venu travailler, bon, c'est pareil, ça a été inauguré fin d'année dernière, un hôtel où on a travaillé le design sensoriel de chambres et puis d'espaces communs dans un hôtel qui est à proximité d'un aéroport. Et il fallait travailler à de la différenciation, mais finalement dans un hôtel où on n'y va pas que pour le loisir. Proche d'un aéroport, c'est plus professionnel et finalement c'était de transformer, de proposer une approche qui permette d'être dans un espace public, mais de donner un lieu intime aussi en même temps. Et c'est là où on est venu travailler sur la sensorialité du lieu, donner des effets perçus particuliers qu'on a travaillé justement dans ce lieu de passage, et finalement donner des codes pour que chacun s'y sente comme chez soi, malgré le fait qu'on soit de passage. Donc au niveau de l'espace de ce lieu, donc là aussi on est venu créer une expérience utilisateur, donc on a défini des parcours utilisateurs. On a travaillé à des effets perçus, donc là les effets perçus qu'on a travaillé c'était le repos, le confort et la détente. Par exemple le repos c'était soulager le corps et l'esprit. En effet perçu que l'on attendait pour soulager le corps et l'esprit, c'était accueillant, calme, propre et ressourçant. Donc pour alimenter, on a décliné ça effectivement pour tous les effets perçus. Par exemple, pour le confort, c'était intime, intuitif, apaisant. Et pour la détente, convivial, ludique, empathique et attractif. Et à chaque fois, pour chacune des approches effets perçus, on est venu travailler sur les matériaux et la sensorialité vraiment de ces matériaux. Par exemple, pour le repos, donc soulager le corps et l'esprit, sensation podotactile, donc les pieds, moelleuse, qui illustrait justement ce repos. Donc, on a travaillé sur le feutre appliqué sous la moquette qui augmente la sensation d'enfoncement du pied dans la moquette. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, la sensation elle est immédiate avec le soulagement des jambes et grand confort d'accueil pour contraster avec la dureté du sol extérieur quand les utilisateurs arrivaient. Donc après, on a travaillé aussi sensation d'accueil chaleureux, sensation sonore feutrée, pour diminuer au niveau acoustique, sensation visuelle de propreté, sensation tactile de propreté et sensation d'apesanteur. En fait, le concept, c'est entre terre et air, et justement, on a joué sur ces codes pour que justement ce soit un moment, un cocon un peu dans ce lieu de transition entre un vol, un voyage, et puis le cocon qu'on recherche dans ce type d'espace, même de près pour une nuit. Donc on a les chambres et puis les espaces communs, donc tout ça, ça a été lancé en décembre dernier, je crois. Et c'est ça, c'était décembre? Non. Si. Avant, novembre. Mais voilà, belle réussite aussi pour ce concept d'espace qui a été travaillé et qui a été décliné au niveau sensoriel. Enfin, et là c'est le dernier exemple, un travail où là on a mixé plusieurs approches sensorielles, travail sur la perception de la qualité dans les TGV. Ça vous est déjà arrivé finalement de chercher votre place, de trouver quelqu'un à votre place, vous trompez de voiture,
d'être devant la porte du TGV, d'appuyer dessus et que rien ne se passe, là aussi c'est un bug perceptif. Donc on est venu décrypter différents types de TGV avec différents designs et on est venu évaluer justement cette perception de la qualité. Donc il y a eu plusieurs étapes, des individus ont été testés, donc on leur a mis des lunettes comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'eye tracker, c'est de l'oculométrie, donc on enregistre finalement le parcours visuel des gens au réel. Donc ça fait, ils regardent dans un endroit et des capteurs infrarouges vont matérialiser ça par un point rouge sur une vidéo. Donc on enregistre tout ce qu'ils regardent, toutes les zones d'intérêt, tout ce qui n'est pas vu, du coup n'est pas mappé non plus. Donc ça c'était une première étape finalement du quai jusqu'à la place assise. Qu'est-ce qu'ils allaient regarder en premier? Est-ce qu'ils regardaient le plafond? Est-ce qu'ils regardaient arriver au niveau du siège, le dessus du siège, le dessus des fenêtres, la coudoir, autre. Donc ça c'était déjà une première étape. Après on est venu travailler à des interviews, savoir en déclaratif qu'est-ce qui était important pour eux, qu'est-ce qui n'était pas important, qu'est-ce qui était perçu, qu'est-ce qui n'était pas perçu. Et même au niveau des services associés, est-ce que tout était en phase? Est-ce que les prises, est-ce que la poubelle correspondait? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui étaient finalement perçues négativement? Et notamment la poubelle, notre travail a permis donc toutes les poubelles individuelles étaient jugées comme sales finalement, ou introuvables. Donc l'action corrective proposée, c'était de mettre par exemple une seule grande poubelle à l'entrée des wagons pour déjà limiter la maintenance et en plus que ce soit mieux trouvé et mieux perçu par les utilisateurs. Donc il a fallu finalement étudier toutes ces propositions, voir quels étaient les matériels qui avaient une qualité haute perçue et ceux qui avaient une qualité basse et l'expliquer. Donc il y a eu des indicateurs qui ont été proposés et un plan d'action effectivement. Et on a pu effectuer des recommandations aussi pour la maintenance, on a pu hiérarchiser ce qui était important pour les utilisateurs. Est-ce que finalement le bruit du moteur est perçu ou est-ce que c'est plutôt le petit clic-clic de la porte qui va vous accompagner pendant tout le voyage qui va poser le plus de problèmes? Voilà, c'était poser les bases de l'importance de chacun des éléments qui accompagnent votre trajet. Et c'est vrai que nous, dans cette approche-là, et d'ailleurs dans toutes nos approches, on a différentes phases d'analyse pour analyser justement la perception. Il y a la primo-perception, donc c'est quand on découvre quelque chose pour la première fois, c'est assez fugace, que ce soit en linéaire ou que ce soit justement sur une expérience de voyage, comme ça on découvre le lieu pour la première fois. On a là déjà notre bagage de représentation mentale pour un voyage, on a déjà des appréhensions, on se dit est-ce que je vais trouver ma place, est-ce que mon voisin va pas être pénible, est-ce que je vais pas avoir la clim qui va être trop froide. Bref, on arrive avec notre lot de représentation mentale et on arrive à notre place, c'est la primo-perception. Ensuite, il y a la perception à l'usage, donc là ça peut être plus ou moins long. C'est notamment la phase qu'on a travaillée et ça va venir confirmer ou pas toutes les représentations qu'on se faisait. Donc soit ça va dans le même sens, c'est positif, soit il y a des éléments qui vont être négatifs. Après, il y a la phase de mémorisation. Finalement, qu'est-ce qui nous reste de l'expérience et comment cette mémorisation va aller construire de nouvelles représentations mentales qui, là encore, ça va faire des boucles tout au long de notre vie par rapport à notre échange face à une expérience nouvelle. Donc, on est venu décortiquer donc, avec l'eye tracker, avec des questionnaires à bord, des interviews, comprendre les attentes des voyageurs, des observations aussi comportementales, parce que finalement, au travers de l'attitude des individus, on peut apprendre aussi beaucoup par rapport à leurs attentes, par rapport à leur confort, par rapport à leur perception globale de l'espace. Et on a pu, donc, de tout ça, comme je vous dis, extraire des éléments structurants de la qualité perçue et aussi donner des préconisations pour la maintenance et aussi, bien sûr, les préconisations design pour le TGV idéal du futur. C'était l'objectif de la manœuvre. Oui, cette
fois ce dernier. Autre exemple, c'est comment travailler de nouveaux matériaux avec le sensoriel. Dans l'approche design, finalement, on va les penser à l'usage et on va essayer de faire en sorte que des sensations répondent à un usage donné. Donc, dans notre approche, quand on fait des nouveaux matériaux pour un usage précis, un espace précis, contraint ou pas, enfin, voilà, avec une cible donnée, on va aller trouver des clés d'innovation en faisant un benchmark usage. Donc là, par exemple, se poser la question, comment on peut éclairer dans une paroi? Fort de cette observation, on va aller travailler sur différents secteurs pour avoir un large champ de possibilités. Et ensuite, on va aller travailler les matériaux. Par exemple, du bois translucide. Est-ce que ça peut être une piste d'innovation, une piste de différenciation avec des atouts sensoriels particuliers, un effet esthétique? Et ça, on va pouvoir le décliner dans différents matériaux, différents secteurs. Ou autre exemple que je vous ai mis ici, par exemple conserver une matière propre. Quels sont tous les moyens qui vont nous permettre de conserver une matière propre? Donc là aussi, c'est soit des traitements, donc là c'est un traitement hydrophobe qui a été appliqué sur un type de matériau particulier, mais ça n'est pas la seule solution. Donc de tout ce benchmark, après on recoupe les correspondances, les similitudes, les dissemblances. Et en bas, on peut voir finalement, par les sensations, où est-ce qu'on peut trouver des trous dans la raquette. Par exemple, là, c'est un espace produit de différents matériaux qui répondent à une des catégories. On s'aperçoit en fait que, alors, là on est le moins, là on est le plus, par exemple sur le glissant. Quasiment tous les matériaux vont être très glissants. Là, on n'en a pas beaucoup qui ne le sont pas. Par contre, il y a des trous dans la raquette ici. Donc là, il y a des matériaux manquants. Donc on peut se dire qu'il peut être intéressant d'innover dans ces trous dans la raquette pour justement apporter une solution pertinente par rapport à la création de matières qui n'existeraient pas sur le marché. Ou alors, dans un processus de, pourquoi pas, revalorisation de chute et déchets pour aller créer des nouveaux matériaux aussi sur la base de revalorisation de certains, on peut appeler super cyclage aussi, de certains matériaux. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de comment, alors avec plein d'exemples effectivement, comment on peut utiliser le sensoriel dans le design et dans la conception pour répondre finalement à toutes ces questions, soit définir, améliorer l'attractivité, soit comprendre pourquoi ça plaît, renforcer la perception de l'innovation technologique, donc renforcer l'intuition aussi d'un système innovant, différencier les produits, créer la bonne sensation, concevoir une expérience polysensorielle mémorable, et en gros, tout ça, ça mène à où porter l'effort de conception. Vous pouvez passer la slide, juste celle-ci? Oui. Vous auriez un exemple d'expérience polysensorielle mémorable? Non, j'aime bien ça. Est-ce que vous avez un exemple de ça? Ça, dans cette catégorie-là, je mettrais par exemple le tram, l'exemple du tram, où on est bien dans le polysensoriel. C'est vraiment apprécié, on a la lumière, on a l'acoustique, on a le toucher, on a le confort, on a l'usage. Tout est mixé là et l'expérience est effectivement positive. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette première étape avant que, du coup, vous allez quand même devoir toucher, hein? Il va falloir mettre du gel hydroalcoolique. Oui, Mathieu? Bon, oui. J'avais une question, c'est du coup le numérique. Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre politique? Qu'est-ce que ça vous a permis justement de faire en plus ou de ne pas faire avant? Alors, le numérique. En fait, on a un designer de l'agence qui est ici. Oui. Que Benjamin, qui sera avec nous, travaille chez Essence, c'est ça? Chez RCP. Ah ouais, tout à fait. Après, dans la conception, enfin, les logiciels, voilà, ils servent à faire du 3D, à faire des projections.
Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas, nous, à travailler avec le big data. On n'est pas là-dedans. Des partenaires, par exemple l'IFOP, eux, ouais, carrément, pour collecter la donnée, pour croiser toutes les infos, ils vont aller collecter des milliers de réponses, ils vont aller travailler les données, faire de la stat, et là, ils vont pouvoir sortir des tendances, effectivement, de choses qui se recoupent. Après, c'est vrai que nous, on est une petite agence, on est une dizaine de personnes, on n'est pas trop là-dedans, voilà, si ce n'est les logiciels qui facilitent la vie quand même pour modéliser. Enfin, ça, c'est du quotidien. Après, est-ce que ça rentre dans le numérique? Oui, quand même, parce que ça facilite la modélisation, mais c'est pas du traitement de big data, ça c'est sûr. Je passe une couche de plus sur la question de Mathieu. Est-ce que vous avez eu des agences de design ou des marques produits qui ont fait appel à votre expérience sensorielle comme capacité à déclencher des mouvements de lumière, de son, d'ouverture, on est un morceau de béton et que ce geste-là est derrière une application ou un usage? Oui, pour lier à l'usage, effectivement, des projets peuvent effectivement, alors là, où on n'est pas seul à travailler, parce qu'effectivement, il faut de la technologie, il faut du digital pour actionner des mécanismes, par exemple. Effectivement, c'est des pistes de développement qui sont en cours pour finalement changer les usages et rapporter voilà, toute la technologie liée pour le coup au digital, parce que c'est du sensible, du toucher, pour aller voilà, sur des systèmes d'ouverture. En lien avec la lumière aussi, parce que c'est bien de phaser finalement aussi différentes informations. Il peut y avoir une information lumineuse qui donne une information d'ouverture ou sonore. Enfin voilà, c'est de mixer différents éléments qui limitent justement les bugs perceptifs où on touche, l'objet nous répond, alors soit par un son, soit par une lumière, qui dit oui, j'ai bien compris l'action que tu veux me faire faire, patiente, je vais m'ouvrir par exemple. Et oui, il y a des projets comme ça. Après, je sais qu'il existe, alors c'est pas nous, hein, mais des labos qui travaillent sur des dispositifs qui permettent de simuler des sensations tactiles par le biais de tablettes et justement par des flux d'air, par des différentes technologies de vibration, enfin côté haptique aussi, haptique, qui retourne l'information, et on peut imaginer dans quelques années, on est sur Amazon et on pourra toucher, enfin Amazon c'est peut-être pas, enfin, je vais en citer 3, La Redoute et je sais pas, mais on pourra imaginer acheter des vêtements et toucher le rendu du vêtement par ces systèmes-là, en fait. Parce que ce qui peut être un frein dans certains actes d'achat, notamment le côté le textile est important. On cherche de la douceur, on cherche de la souplesse, et là, on pourra peut-être aller là-dessus. Mais il y a des beaux développements, effectivement, qui sont faits dans certains labos.